Saviez-vous qu'à chaque instant, des milliards de photons de lumière invisible voyagent à travers l'espace, frappant chaque surface, mais que seule une minuscule portion de cette énergie détermine la palette vibrante que nos yeux perçoivent comme la couleur d'un objet? C'est l'une des merveilles les plus quotidiennes et les moins comprises de notre univers, car ce que nous considérons comme la couleur d'une chose est en réalité une danse sophistiquée entre la lumière, la matière et notre propre système visuel. La science derrière cela est fascinante et remonte à des principes fondamentaux de la physique, spécifiquement à la nature de la lumière et à la manière dont elle interagit avec la structure moléculaire des objets qui nous entourent. Pour comprendre pourquoi une tomate est rouge ou pourquoi le ciel est bleu, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la lumière, cette énergie omniprésente qui illumine notre monde. La lumière visible n'est qu'une petite fraction du spectre électromagnétique, une vaste gamme d'ondes qui inclut les ondes radio, les micro-ondes, l'infrarouge, la lumière ultraviolette, les rayons X et les rayons gamma. Chaque type d'onde électromagnétique se distingue par sa longueur d'onde et sa fréquence, ce qui détermine la quantité d'énergie qu'elle transporte. La lumière visible est composée de différentes longueurs d'onde, que nos yeux interprètent comme des couleurs distinctes, du rouge avec les longueurs d'onde les plus longues au violet avec les plus courtes. Pensez à un arc-en-ciel. Il nous montre cette séparation de la lumière blanche en ses composantes de couleurs, un phénomène connu sous le nom de dispersion. Lorsque la lumière du soleil, qui est une lumière blanche composée de toutes les couleurs du spectre visible, frappe un objet, différents processus se produisent. L'un de ces processus est l'absorption, où l'objet retient certaines longueurs d'onde de la lumière et convertit cette énergie lumineuse en d'autres formes d'énergie, comme la chaleur. Un autre processus crucial est la réflexion, où l'objet renvoie les longueurs d'onde de lumière qu'il n'absorbe pas. Et enfin, il y a la transmission, qui se produit lorsque la lumière traverse l'objet, comme c'est le cas avec une fenêtre en verre transparent. La combinaison de ces interactions, notamment l'absorption et la réflexion, est ce qui détermine la couleur que nous percevons d'un objet opaque. Par exemple, une banane mûre apparaît jaune parce que, lorsque la lumière blanche l'éclaire, elle absorbe les longueurs d'onde correspondant au bleu et au violet et réfléchit les longueurs d'onde jaunes, vertes et rouges. Cependant, nos yeux sont conçus pour mélanger ces longueurs d'onde réfléchies et les interprètent comme un jaune prédominant. Si un objet absorbe presque toutes les longueurs d'onde de la lumière visible, nous le percevons comme noir. Cela signifie qu'un objet de couleur noire est un excellent absorbeur d'énergie lumineuse, et c'est pourquoi les vêtements noirs sont plus chauds sous le soleil. Au contraire, un objet blanc réfléchit presque toutes les longueurs d'onde de la lumière visible, et c'est pourquoi les vêtements blancs nous gardent plus au frais dans les climats chauds. La capacité d'un matériau à absorber ou à réfléchir des longueurs d'onde spécifiques est intrinsèquement liée à sa structure atomique et moléculaire. Les électrons à l'intérieur des atomes et des molécules peuvent absorber des photons, qui sont les particules de lumière, si l'énergie du photon correspond à l'énergie nécessaire pour que l'électron saute à un niveau d'énergie plus élevé. Cette absorption est sélective. Différentes molécules ont différentes configurations électroniques et, par conséquent, absorbent différentes longueurs d'onde. Par exemple, la chlorophylle, le pigment qui donne la couleur verte aux plantes, absorbe fortement les longueurs d'onde rouges et bleues de la lumière solaire pour la photosynthèse. En absorbant ces longueurs d'onde, la chlorophylle réfléchit plus intensément la lumière verte, qui est celle dont elle a le moins besoin pour ses processus énergétiques. C'est pourquoi les forêts, les champs et la majeure partie de la végétation que nous voyons quotidiennement ont cette couleur verte si caractéristique. Et si la chlorophylle est le principal pigment vert, que se passe-t-il en automne lorsque les feuilles changent de couleur? À ce moment-là, la production de chlorophylle diminue et d'autres pigments, comme les caroténoïdes qui reflètent les jaunes et les oranges, et les anthocyanines qui produisent les rouges et les pourpres, deviennent visibles. Ces pigments ont toujours été présents dans les feuilles, mais leur couleur était masquée par la grande quantité de chlorophylle. Un autre exemple fascinant est la couleur du ciel pendant la journée, que nous voyons généralement bleue. Cela est dû à un phénomène appelé diffusion de Rayleigh, nommé en l'honneur du physicien britannique John William Strutt, 3e baron Rayleigh, qu'il a étudié en détail à la fin du 19e siècle. La diffusion de Rayleigh explique que les très petites particules, comme les molécules d'azote et d'oxygène qui composent l'atmosphère de notre planète, diffusent la lumière plus efficacement lorsque la longueur d'onde de la lumière est plus courte. La lumière bleue et violette ont les longueurs d'onde les plus courtes dans le spectre visible, elles sont donc diffusées dans toutes les directions beaucoup plus que la lumière rouge ou jaune. Cette diffusion de la lumière bleue est celle qui parvient à nos yeux de toutes les directions, donnant au ciel sa teinte bleue caractéristique. Et alors,
pourquoi le soleil apparaît-il rouge ou orangé à l'aube ou au crépuscule? À ces moments-là, la lumière du soleil doit traverser une portion beaucoup plus grande de l'atmosphère avant d'atteindre nos yeux. Pendant ce trajet prolongé, la majeure partie de la lumière bleue et violette a déjà été diffusée par les particules atmosphériques, laissant prédominer les longueurs d'onde plus longues, comme le rouge et l'orange. C'est pourquoi les couchers de soleil sont souvent si spectaculaires, un rappel vivant de la physique de la diffusion de la lumière. L'interaction de la lumière avec les matériaux est également fondamentale dans le monde de l'art et du design, où les artistes et les designers manipulent pigments et teintures pour créer leurs œuvres. La peinture est basée sur le mélange soustractif des couleurs, ce qui signifie que chaque pigment que nous ajoutons absorbe certaines longueurs d'onde de lumière et réfléchit le reste. Par exemple, si nous mélangeons de la peinture jaune et de la peinture bleue, nous obtenons du vert. Cela se produit parce que la peinture jaune absorbe le bleu et le violet, réfléchissant le jaune, le vert et le rouge. La peinture bleue, quant à elle, absorbe le rouge et le jaune, réfléchissant le bleu, le vert et le violet. La seule longueur d'onde que les deux peintures réfléchissent en commun est le vert, et c'est pourquoi nous le voyons. C'est la raison pour laquelle les imprimantes utilisent les couleurs cyan, magenta, jaune et noir, connues sous le nom de CMJN, pour produire une gamme si large de couleurs. Chacune de ces couleurs primaires soustractives absorbe une portion différente du spectre lumineux, permettant à leur combinaison de former presque n'importe quelle teinte désirée sur une feuille de papier. Au contraire, le mélange additif des couleurs, utilisé dans les écrans de télévision, les moniteurs d'ordinateur et les smartphones, fonctionne différemment. Dans ces appareils, la lumière de différentes couleurs est combinée pour créer de nouvelles couleurs. Les couleurs primaires additives sont le rouge, le vert et le bleu, connus sous le nom de RVB. Lorsque les lumières de ces trois couleurs sont mélangées en proportions égales et avec une intensité maximale, le résultat est une lumière blanche. Les pixels d'un écran sont de petits points qui émettent de la lumière rouge, verte ou bleue, et en faisant varier l'intensité de chacun d'eux, on peut générer des millions de couleurs distinctes qui trompent notre cerveau. Comment nos yeux et notre cerveau parviennent-ils à interpréter toutes ces interactions lumineuses comme des couleurs? La clé réside dans la rétine de nos yeux, qui contient des cellules photoréceptrices spécialisées, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets sont responsables de la vision dans des conditions de faible luminosité et ne distinguent pas les couleurs, ils ne perçoivent que des nuances de gris. Les cônes, d'autre part, sont responsables de la vision des couleurs et s'activent avec des niveaux de lumière plus élevés. La plupart des êtres humains ont trois types de cônes, chacun sensible à différentes longueurs d'onde. Un sensible à la lumière bleue, un autre à la lumière verte et un troisième à la lumière rouge. Lorsque la lumière de différentes longueurs d'onde tombe sur la rétine, elle active ces cônes à des degrés différents. Par exemple, la lumière jaune activera fortement les cônes sensibles au vert et au rouge, mais très peu les cônes sensibles au bleu. Les signaux électriques générés par les cônes voyagent à travers le nerf optique jusqu'au cerveau où ils sont interprétés et transformés en perception de la couleur. C'est le cerveau qui crée réellement la couleur à partir des informations qu'il reçoit des yeux en attribuant une qualité perceptive aux longueurs d'onde de la lumière. Cela signifie que la couleur n'est pas une propriété intrinsèque d'un objet, mais plutôt le résultat de la manière dont la lumière interagit avec cet objet et de la façon dont notre système visuel interprète cette interaction. Pensons à un exemple pratique, l'océan, qui apparaît souvent bleu. L'eau elle-même n'est pas intrinsèquement bleue, une petite quantité d'eau dans un verre semble incolore. Cependant, en grand volume, comme dans les océans profonds, l'eau absorbe les longueurs d'onde rouges, jaunes et vertes de la lumière solaire. Les longueurs d'onde bleues et violettes sont celles qui sont dispersées et réfléchies vers la surface, et c'est pourquoi la mer acquiert sa tonalité bleue. La présence de particules en suspension, telles que des sédiments ou des algues, peuvent également influencer la couleur de l'eau, la faisant paraître plus verte ou marron dans certaines zones côtières. L'industrie textile est un autre domaine où la compréhension de la couleur est vitale. Les fabricants de vêtements utilisent des teintures qui sont des molécules spécifiques conçues pour absorber certaines longueurs d'onde de lumière et en réfléchir d'autres. Une teinture rouge pour une chemise, par exemple, contiendra des molécules qui absorbent toutes les longueurs d'onde, sauf le rouge, lequel est réfléchi et perçu par nos yeux.
La qualité des teintures et l'uniformité de leur application sont cruciales pour obtenir des couleurs constantes sur de grands lots de production, ce qui est parfois un défi technique considérable. Et qu'en est-il des métaux qui ont cet éclat caractéristique et souvent une couleur argentée ou dorée? Les métaux possèdent des électrons libres qui ne sont pas fortement liés à des atomes individuels, mais qui peuvent se déplacer dans toute la structure du matériau. Lorsque la lumière incide sur un métal, ces électrons libres peuvent absorber et réémettre instantanément des photons de presque toutes les longueurs d'onde de la lumière visible. Cette réémission immédiate de la lumière dans toutes les directions est ce qui donne aux métaux leur lustre et leur éclat caractéristique, et leur couleur argentée est due au fait qu'ils réfléchissent presque tout le spectre visible. L'or est une exception, car ses électrons libres absorbent légèrement plus les longueurs d'onde bleues, ce qui le fait réfléchir davantage de lumière jaune et rouge, lui donnant sa couleur dorée distinctive. Les minéraux et les gemmes présentent également une étonnante variété de couleurs, souvent due à la présence de petites impuretés dans leur structure cristalline. Par exemple, le quartz pur est incolore, mais s'il contient des traces de fer, il peut devenir de l'améthyste, de couleur violette. Le chrome est l'élément responsable de la belle couleur rubis et de la couleur verte intense de l'émeraude selon la gemme dans laquelle il est présent. Les propriétés optiques de ces minéraux incluent la manière dont ils absorbent et dispersent la lumière, sont utilisés par les géologues et les bijoutiers pour identifier et évaluer les pierres précieuses. Même la luminescence, un phénomène où les matériaux émettent de la lumière après avoir absorbé de l'énergie, est liée à la couleur. La fluorescence est un type de luminescence où le matériau absorbe la lumière d'une longueur d'onde spécifique, comme l'ultraviolette, et la réémet presque immédiatement comme lumière visible d'une autre longueur d'onde. Les surligneurs fluorescents fonctionnent ainsi, en absorbant la lumière ultraviolette et en la réémettant comme une couleur vive qui contraste avec le papier. La phosphorescence est similaire, mais le matériau continue d'émettre de la lumière pendant un certain temps après que la source d'énergie a été retirée, comme c'est le cas avec les jouets qui brillent dans le noir. Cette persistance de la lumière est due au fait que les électrons sont excités à un état d'énergie supérieur et mettent plus de temps à revenir à leur état original en libérant lentement les photons. Dans le domaine de la vision artificielle et de la robotique, comprendre la science de la couleur est fondamental pour que les machines puissent voir et distinguer les objets dans leur environnement. Les systèmes de vision par ordinateur emploient des caméras qui capturent des informations sur l'intensité de la lumière rouge, verte et bleue pour chaque pixel d'une image. Cette information est ensuite traitée par des algorithmes qui permettent à la machine d'identifier les couleurs, de détecter les bords et de reconnaître les objets, ce qui est vital pour des tâches telles que le classement des produits dans une usine ou la navigation de véhicules autonomes. Les daltoniens, environ un homme sur 12 et une femme sur 200 dans le monde, sont un exemple clair de la façon dont la perception des couleurs peut varier entre les individus. Leur condition est généralement due à l'absence ou au mauvais fonctionnement d'un ou plusieurs types de cônes dans la rétine, ce qui altère leur capacité à distinguer certaines couleurs, communément le rouge et le vert. Malgré ces différences de perception, la réalité physique de l'interaction de la lumière avec les objets reste constante, renforçant l'idée que la couleur est une expérience subjective influencée par la biologie. La manipulation de la lumière et de la couleur a trouvé des applications surprenantes. De l'éclairage architectural, qui peut changer l'atmosphère d'un espace, jusqu'à la photographie. En photographie, la balance des blancs est cruciale pour s'assurer que les couleurs d'une image sont reproduites avec précision, en ajustant l'appareil photo à la température de couleur de la source de lumière. Les sources de lumière, comme le soleil, les ampoules incandescentes ou les LED, émettent de la lumière avec différents mélanges de longueurs d'onde, ce qui peut faire paraître les couleurs des objets différentes. Une lumière chaude, avec plus de rouge et d'orange, comme celle d'une ancienne ampoule, fera qu'un objet blanc paraîtra légèrement orangé. Au contraire, une lumière froide, avec plus de bleu, comme celle d'un jour nuageux, peut faire qu'un objet blanc paraisse avec une nuance bleutée. L'industrie alimentaire se base également sur la couleur pour évaluer la fraîcheur et la qualité des produits. La couleur d'un fruit peut indiquer sa maturité, tandis qu'un changement de couleur dans un aliment transformé pourrait signaler une détérioration ou une contamination. Les scientifiques utilisent même des techniques basées sur la couleur pour investiguer la composition des matériaux au niveau microscopique, en employant la spectroscopie pour analyser les longueurs d'onde absorbées ou émises.
La science de la couleur est une discipline en constante évolution, avec de nouvelles recherches qui continuent de révéler les mécanismes complexes derrière la façon dont nous voyons et comprenons le monde chromatique. Des profondeurs de la physique quantique qui expliquent l'interaction des photons avec les électrons, à la complexité de la neuroscience qui dénoue la perception cérébrale, chaque jour nous en apprenons davantage. Ainsi, la prochaine fois que vous admirez les couleurs vibrantes d'un paysage, d'un tableau ou simplement de vos vêtements préférés, rappelez-vous que vous êtes témoin d'une chorégraphie cosmique d'énergie, de matière et de perception. La beauté de la couleur ne réside pas seulement dans ce que nous voyons, mais dans la science complexe qui la rend possible, une merveille invisible qui soutient notre expérience visuelle quotidienne. Explorateurs, nous espérons que ce voyage à travers la science de la couleur a éveillé votre curiosité et vous a donné une nouvelle perspective sur ce que vous voyez chaque jour. Si vous avez aimé ce contenu et souhaitez continuer à explorer les merveilles de la science, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous avez trouvé fascinante la danse de la lumière et de la couleur. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos propres questions ou quel autre phénomène scientifique vous aimeriez que nous explorions à l'avenir. Et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que plus de gens puissent découvrir les secrets derrière pourquoi les objets ont une couleur.